Au matin du 13 octobre 1899, les habitants de Selkirk, dans le Montana, se réveillèrent face à un spectacle impossible, destiné à hanter leur communauté pendant des générations. 7 lits de la maison Thornfield reposaient intacts, leurs couvertures encore soigneusement bordées avec une précision quasi militaire, exactement comme la veille au soir. Pourtant, les chambres semblaient aussi vides que des tombes abandonnées. Les 7 filles du riche marchand Gabriel Thornfield, Margaret, 26 ans, Catherine, 24 ans, les jumelles Eleanor et Elizabeth, 22 ans, Sarah, 20 ans, Grace, 17 ans, et Rebecca, tout juste 14 ans, avaient disparu sans laisser la moindre trace dans le givre matinal qui recouvrait les rebords de leurs fenêtres. Aucune fenêtre ne montrait de signe d'effraction. Aucune porte n'avait été laissée entr'ouverte. Et plus troublante encore, leurs chemises de nuit pendaient exactement à l'endroit où elles les avaient accrochées avant de se coucher, comme si les sœurs s'étaient tout simplement dissoutes dans l'air automnal. Le rapport du shérif local, scellé par ordre fédéral pendant près de 8 décennies, contenait un unique détail glaçant que les autorités refusèrent de discuter avec qui que ce soit, y compris avec le père des disparus. Chaque chambre montrait des signes indiquant qu'elle avait été méthodiquement fouillée par quelqu'un connaissant intimement la disposition de la maison. Pourtant, rien ne manquait. Ni bijoux, ni vêtements, ni même les petites sommes d'argent que les sœurs aînées conservaient dans leur commode. Ce qu'il advint des 7 sœurs de Selkirk demeure l'un des mystères non résolus les plus troublants et inexplicables de l'histoire américaine. Et la vérité enfouie dans ces dossiers gouvernementaux poussiéreux révèle une conspiration de cupidité, de corruption et de trafic humain, bien plus profonde que ce que quiconque dans cette ville isolée du Montana aurait osé imaginer. L'enquête qui suivit mit au jour non seulement le destin de 7 jeunes femmes innocentes, mais aussi tout un réseau de prédateurs qui, pendant des décennies, avaient systématiquement détruit des familles à travers la frontière américaine. Le vent d'automne qui descendait des montagnes Bitterroot et balayait les rues de Selkirk transportait avec lui les senteurs mêlées de fumée de bois, de feuilles mortes, et cette persistante odeur métallique du minerai d'argent qui avait transformé ce coin oublié du territoire du Montana en l'une des communautés les plus prospères, entre Denver et Seattle. En 1889, Selkirk était une ville prise entre 2 mondes, le rude campement de frontière qu'elle avait été une décennie plus tôt, et la communauté raffinée qu'elle aspirait à devenir, tandis que l'argent et l'influence de l'Est affluaient vers l'Ouest le long de la ligne récemment achevée du chemin de fer Northern Pacific. Avec une population ayant enflé jusqu'à près de 800 âmes, Selkirk incarnait tout ce que les Américains de la fin du XIXe siècle croyaient au sujet des opportunités, du progrès et des possibilités infinies de l'expansion vers l'Ouest. La rue principale bourdonnait d'activités du lever du jour jusqu'après le coucher du soleil. Des chariots de fret chargés de minerais d'argent grondaient en direction du dépôt ferroviaire. Des hommes d'affaires élégamment vêtus descendèrent du train du soir en provenance de Chicago et de New York. Et des familles ayant parcouru des milliers de kilomètres cherchaient à bâtir une nouvelle vie dans un endroit où la valeur d'un homme se mesurait à sa détermination plutôt qu'à son lignage. Mais sous ce vernis de prospérité et de progrès se cachèrent les mêmes tensions qui tourmentaient les communautés de tout l'Ouest américain. L'afflux rapide d'argent et de population avait creusé de profondes divisions entre les familles établies, qui avaient survécu aux années difficiles, et les nouveaux arrivants dotés de capitaux orientaux et de relations d'affaires sophistiquées. Des conflits sociaux couvaient sans cesse entre les mineurs, qui risquaient leur vie chaque jour dans les puits d'argent, et les investisseurs vivant confortablement à des centaines de kilomètres. Plus inquiétantes encore étaient les rumeurs à voix basse concernant de jeunes femmes arrivées avec leurs familles, puis mystérieusement parties pour des opportunités dans des villes lointaines, laissant derrière elles de vagues explications et des adieux en larmes. Au centre de la transformation de Selkirk se trouvait Gabriel Thornfield, un homme dont l'ascension spectaculaire était devenue légendaire dans tout le territoire, mais qui commençait à susciter un examen de plus en plus inconfortable. Certains se demandaient comment un simple marchand de produits secs avait pu accumuler une richesse aussi extraordinaire en si peu de temps. Gabriel était arrivé à Selkirk durant l'hiver brutal de 1892, conduisant un unique chariot chargé de fournitures de base et accompagné de ses 7 filles. Son épouse était morte d'une pneumonie pendant leur voyage depuis l'Ohio. La vision de ce veuf déterminé et de ses enfants blottis autour d'un feu de camp dans le froid mordant
avait ému les résidents établis, qui lui offrirent leur aide. Gabriel s'imposa rapidement comme un homme d'affaires avisé et un père dévoué. En l'espace de 2 ans, sa modeste épicerie générale s'était développée pour devenir le plus grand établissement commercial entre Butte et Missoula. Il avait négocié des contrats exclusifs avec des compagnies minières, établi des relations commerciales avec des fournisseurs de Chicago et de San Francisco et obtenu, d'une manière ou d'une autre, le financement nécessaire pour construire la résidence privée la plus impressionnante de 3 comtés. Le manoir victorien de 3 étages situé sur Maple Street, avec ses ornements en bois sculptés, ses vitraux et sa véranda circulaire, symbolisait à la fois sa réussite et son désir d'offrir à ses filles tous les avantages que l'argent pouvait acheter. Les 7 sœurs Thornfield étaient devenues de jeunes femmes admirées et respectées dans toute la communauté, chacune développant des talents et des personnalités distinctes qui enrichissaient la vie culturelle et sociale de Selkirk. Margaret, l'aînée, possédait une intelligence vive et des qualités de leadership naturelles qui avaient fait d'elle la professeure la plus efficace que l'école de la ville ait jamais connue. Catherine, 2 ans plus jeune, avait hérité des talents artistiques de leur mère et les avait transformés en une passion qui profitait à toute la communauté. Les jumelles, Eleanor et Elizabeth, avaient canalisé leur habileté naturelle avec l'aiguille et le fil pour créer une entreprise de couture florissante. Sarah était devenue le cœur des activités religieuses et caritatives de Selkirk. Grace, à seulement 17 ans, étonnait par ses talents mathématiques et jouait déjà un rôle clé dans les affaires de son père. Et Rebecca, la Benjamine, apportait joie et lumière à tous ceux qui l'entouraient grâce à sa compassion et à son empathie naturelle. Cependant, la position éminente de la famille Thornfield dans la société de Selkirk commençait à attirer une attention que Gabriel trouvait de plus en plus inquiétante. Des murmures circulaient sur l'origine réelle de sa fortune, tandis que des étrangers élégants arrivaient en ville pour des réunions privées nocturnes, repartant avant l'aube. Le climat politique et économique de 1899 ajoutait encore une couche de tension à la vie à Selkirk et dans l'ensemble de l'Ouest américain. La nation se remettait encore de la dévastatrice dépression économique qui avait commencé en 1893, et les effets des faillites bancaires, des fermetures d'entreprises et du chômage continuaient de se faire sentir dans des communautés qui avaient auparavant connu une prospérité stable. Les conflits sociaux devenaient de plus en plus fréquents et violents dans les régions minières du Montana, du Colorado et de l'Idaho, alors que les travailleurs s'organisaient pour réclamer de meilleurs salaires, des conditions de travail plus sûres et une protection contre le pouvoir arbitraire d'investisseurs lointains qui considéraient les ouvriers de la frontière comme des ressources jetables. La Western Federation of Miners, récemment formée, organisait activement les travailleurs dans tout le Montana et plusieurs mines de villes voisines avaient connu des grèves qui dégénéraient parfois en violence lorsque les propriétaires faisaient appel à des gardes armés ou sollicitaient une intervention militaire des autorités territoriales. Les commerçants locaux, dont Gabriel Thornfield, se retrouvaient pris entre les revendications légitimes de leurs employés et les exigences d'investisseurs de l'Est, indifférents au bien-être des communautés frontalières et obsédés par le profit maximal, quel qu'en soit le coût humain. Cette atmosphère explosive était encore compliquée par les changements rapides apportés par l'expansion ferroviaire dans des communautés jusque-là isolées. Le prolongement de la ligne du Northern Pacific jusqu'à Selkirk en 1896 avait apporté une prospérité sans précédent, mais avait également exposé la ville à des influences extérieures et à des organisations criminelles qui se nourrissaient de la vulnérabilité des familles de la frontière. Des rumeurs circulaient au sujet d'escrocs, de spéculateurs fonciers et de diverses entreprises criminelles qui suivaient les lignes de chemin de fer vers l'ouest, cherchant à exploiter l'isolement et les faibles moyens des forces de l'ordre local. Les événements du 12 octobre 1899 commencèrent par une matinée d'automne fraîche et lumineuse, de celle qui rappelait aux habitants de Selkirk pourquoi ils avaient choisi de construire leur vie dans les paysages spectaculaires du Montana. Les érables bordant les rues principales de la ville avaient atteint leur apogée automnale, formant une voûte dorée et cramoisie qui filtrait la lumière du matin en motif d'une beauté saisissante. Gabriel Thornfield ouvrit son magasin général à 7 heures précises, comme à son habitude immuable, tandis que ses filles vaquaient à leur routine quotidienne avec la régularité rassurante qui caractérisait leur vie familiale depuis des années. Margaret se rendit à pied à l'école à classe unique à 8 heures,
sa sacoche en cuir remplie des leçons préparées la veille au soir. Les parents rassemblés devant l'école remarquèrent qu'elle semblait plus distraite qu'à l'ordinaire, répondant à leurs salutations par de polis hochements de tête absents, plutôt que par son engagement chaleureux habituel envers leurs préoccupations concernant les progrès de leurs enfants. Plusieurs mères se rappelèrent plus tard que son apparence habituellement impeccable paraissait légèrement négligée, comme si elle s'était habillée à la hâte ou sans son attention coutumière aux détails. Catherine installa son chevalet dans le jardin derrière la maison familiale, où elle travaillait depuis plusieurs semaines sur un paysage capturant la transformation automnale des montagnes Bitterroot. Madame Henrietta Walsh, qui habitait en face et observait souvent Catherine depuis la fenêtre de sa cuisine, remarqua que la jeune artiste semblait incapable de se concentrer sur sa peinture, posant fréquemment son pinceau pour arpenter le jardin ou fixer du regard la gare située à la lisière de la ville. Plus étrange encore, Catherine semblait repeindre sans cesse la même petite portion de la toile, comme si ses mains étaient incapables de traduire ce que son esprit tentait de créer. Les jumelles, Eleanor et Elizabeth, ouvrirent leur atelier de couture à 9 heures et se mirent immédiatement au travail sur la robe de mariée élaborée qu'elles confectionnaient pour la fille du maire Harrison. Toutefois, leurs habituels bavardages joyeux avaient été remplacés par des conversations chuchotées et tendues qui s'interrompèrent brusquement dès qu'un client entrait. Madame Dorothy Fleming, venue faire retoucher une veste, témoigna plus tard que les jumelles semblaient nerveuses et distraites, commettant des erreurs inhabituelles dans leurs mesures et devant recommencer leur travail à plusieurs reprises. Sarah passa la matinée à l'église méthodiste à répéter des cantiques pour l'office du dimanche suivant. Le révérend Thomas Atwood remarqua cependant que sa justesse habituelle semblait incertaine et qu'elle s'interrompait fréquemment au milieu d'un chant pour regarder par les fenêtres en direction de la rue principale. Lorsqu'il lui demanda si quelque chose la préoccupait, sa réponse fut évasive et peu conforme à son caractère. Elle affirma se sentir légèrement souffrante, mais refusa son offre de faire appeler le docteur Porter ou de prévenir son père. Grace travailla dans le magasin général aux côtés de son père, mais plusieurs clients notèrent qu'elle était inhabituellement silencieuse et qu'elle commettait de simples erreurs de calcul, totalement étrangères à ses capacités mathématiques d'ordinaire irréprochables. Gabriel lui-même semblait tendu et préoccupé, consultant fréquemment sa montre à gousset et jetant des regards vers la rue, comme s'il attendait quelqu'un ou quelque chose qui n'arrivait pas comme prévu. Même la jeune Rebecca, habituellement la plus insouciante et bavarde des sœurs, paraissait réservée tandis qu'elle aidait Madame Caldwell aux tâches ménagères et à la préparation du repas du soir. La gouvernante se souvint plus tard que Rebecca posa plusieurs questions inhabituelles sur les voyages. Si elle était déjà allée loin du Montana, si sa famille lui manquait lorsqu'elle avait travaillé dans d'autres villes, et s'il était possible d'être heureux lorsqu'on était séparé de tous ceux que l'on aimait. Au fil de l'après-midi, les troubles subtils qui avaient marqué le comportement des sœurs tout au long de la journée devinrent plus prononcés. Vers 15 heures, le docteur Samuel Porter rentrait d'une visite lorsqu'il aperçut les 7 sœurs marchant ensemble le long de River Street en direction du dépôt ferroviaire. Cette vision le frappa comme profondément inhabituelle, leur routine quotidienne les maintenant normalement occupées par leurs responsabilités respectives à cette heure de l'après-midi. Il ne les avait jamais vues toutes ensemble hors de la maison familiale, sauf lors des offices religieux ou d'événements communautaires particuliers. Ce qui troubla le plus le docteur Porter fut leur attitude. D'ordinaire vive, communicatives et attentives à leur entourage, les 7 jeunes femmes avançaient en silence complet, le visage pâle et marqué par une détresse émotionnelle profonde. Elles marchaient avec la précision mécanique de personnes se forçant à accomplir une tâche pénible mais inévitable, leur grâce naturelle et leur chaleur habituelle remplacées par une détermination rigide, presque militaire. Lorsque le docteur Porter leur adressa une salutation enjouée, seule Rebecca se retourna. La peur dans les yeux de la jeune fille le glaça jusqu'aux os. Son visage, habituellement animé de rires et de curiosité, affichait une expression de terreur totalement incompatible avec le cadre familier et sûr de leur ville natale. Leurs regards se croisèrent un instant, et le docteur Porter jura plus tard que le regard de Rebecca exprimait un appel à l'aide désespéré, une supplique qu'elle était incapable de formuler à voix haute. La dernière observation confirmée des sœurs Thornfield réunies provint de Timothy Fletcher, employé de nuit au bureau du télégraphe, dont la fenêtre offrait une vue dégagée sur la rue principale et les trottoirs de bois,
où les habitants vaquaient à leurs affaires en soirée. Vers 21h15, Fletcher leva les yeux de son travail de transcription pour voir les 7 sœurs immobiles sous la lueur ambrée du réverbère, juste devant sa fenêtre. Leur position et leur langage corporel lui parurent à la fois extraordinaires et inquiétants. Au lieu d'une disposition décontractée de sœurs, discutant ou s'occupant de leurs affaires familiales, elles se tenaient en ligne parfaitement droite, tournées vers la gare. Leur posture était rigide, leur attention concentrée avec une intensité mêlant anticipation et crainte. Elles semblaient attendre quelqu'un ou quelque chose de bien précis, si immobile, que Fletcher se demanda un instant si la lumière incertaine ne lui jouait pas des tours. Ce qui rendait cette scène particulièrement marquante était la nature inhabituelle de leurs vêtements. Plutôt que les robes de travail pratiques ou les tenues confortables qu'elles portaient habituellement en famille, les 7 sœurs étaient vêtues de leurs plus beaux atours, des robes élaborées plus adaptées à des occasions spéciales ou à des événements mondains qu'à un simple jeudi soir à Selkirk. Leurs cheveux étaient coiffés avec une élégance soigneusement étudiée, et chacune portait des bijoux que Fletcher ne leur avait vu arborer que lors des offices religieux ou des célébrations communautaires. Plus troublante encore était l'expression collective de leur visage sous la lumière du lampadaire. Loin de l'excitation ou du plaisir qu'on pourrait associer à la préparation d'un événement festif, les sœurs affichaient un mélange de résignation et de peur, comme si elles se préparaient à une épreuve plutôt qu'à une célébration. Lorsque Fletcher leva de nouveau les yeux environ 10 minutes plus tard, elles avaient disparu, aussi silencieusement et mystérieusement qu'elles étaient apparues. Les heures qui suivirent demeurent parmi les aspects les plus déroutants de toute cette affaire, en grande partie parce que le seul témoin des événements survenus à l'intérieur de la maison Thornfield fut Gabriel lui-même. Son récit de la soirée se révéla plus tard entaché d'importantes incohérences et omissions. Selon sa première déclaration au shérif Harding, Gabriel se serait retiré dans son bureau vers 22 heures, afin d'examiner la correspondance commerciale arrivée par le train de l'après-midi. Il affirma avoir passé environ 90 minutes à lire des lettres et à mettre à jour ses registres, une routine qu'il suivait sans exception depuis des années. Madame Caldwell, la gouvernante de la famille et seule personne extérieure ayant un accès régulier à la maison, termina ses tâches du soir et quitta les lieux pour regagner son propre cottage à 22 heures précises, conformément à son habitude établie. Son témoignage ultérieur apporta des détails cruciaux sur l'atmosphère qui régnait dans la maison durant ces dernières heures. Elle décrivit un silence inhabituel, semblant imprégner tout le bâtiment. Aucune voix des sœurs ne se faisait entendre depuis leur chambre. Aucun pas ne résonnait depuis les étages supérieurs, et même les bruits ordinaires du soir, le craquement du bois, le déplacement des meubles, paraissaient étouffés, presque irréels. Plus significatif encore, Madame Caldwell remarqua que les préparatifs habituels pour le lendemain n'avaient pas été effectués. D'ordinaire, les sœurs disposaient leurs vêtements pour le matin, préparaient le matériel nécessaire à leurs activités respectives et accomplissaient de petites tâches domestiques destinées à faciliter le déroulement de la journée suivante. Or, le soir du 12 octobre, rien de tout cela n'avait été fait, comme si les sœurs avaient abandonné toute préoccupation pour l'avenir afin de se concentrer entièrement sur des inquiétudes immédiates et non exprimées. Gabriel affirma s'être couché à son heure habituelle, vers 23h30, supposant que ses filles s'étaient déjà retirées dans leurs chambres respectives au 2e et 3e étage de la maison. Son récit de sa routine nocturne correspondait à celle qu'il suivait depuis des années. Une dernière vérification des portes et des fenêtres, une brève prière dans la petite chapelle familiale, puis le retrait dans la chambre principale qu'il occupait seul depuis la mort de son épouse durant leur voyage vers le Montana. Ce qui se produisit entre 23h30, le soir du 12 octobre, et l'aube du 13 octobre demeure l'un des aspects les plus déroutants de toute l'affaire. Gabriel soutint avoir dormi normalement et n'avoir rien entendu d'inhabituel durant la nuit. Pourtant, les preuves matérielles découvertes le lendemain matin suggéraient que des activités extraordinaires, soigneusement coordonnées, avaient eu lieu dans toute la maison, tandis qu'il demeurait inconscient dans sa chambre. La découverte qui transforma la disparition des Thornfield d'une crise familiale en mystère national eut lieu à l'aube du 13 octobre, lorsque Madame Caldwell arriva pour commencer sa routine quotidienne, préparer le petit déjeuner et organiser la maison pour une nouvelle journée. Sa clé tourna sans difficulté dans la porte d'entrée,
qu'elle trouva solidement verrouillée comme elle l'avait laissé la veille au soir, et elle entra en s'attendant à retrouver les sons et les rythmes familiers d'une grande famille s'éveillant. À la place, elle fut accueillie par un silence si profond et si contre nature qu'elle le décrivit plus tard comme l'impression d'entrer dans un tombeau. Aucun pas ne résonnait aux étages supérieurs. Aucune voix ne lançait de salutations matinales, et même les bruits mécaniques de la maison, le tic-tac des horloges, le travail des poutres en bois, le souffle de l'air circulant dans les pièces, semblaient étouffés et étranges. Son premier réflexe fut d'attribuer ce silence inhabituel au fait que la famille dormait encore, peut-être en raison d'activités tardives ou du froid inhabituel qui s'était abattu sur Selkirk durant la nuit. Son inquiétude s'intensifia lorsqu'elle constata que la cuisine ne montrait aucun signe d'avoir été utilisée pour la collation nocturne qui faisait partie de la routine familiale. Les sœurs préparaient habituellement du thé et de légers rafraîchissements vers 22 heures, se réunissant dans la cuisine pour discuter des événements de la journée et planifier le lendemain. Or, le matin du 13 octobre, la cuisine était exactement telle que Madame Caldwell l'avait laissée la veille, propre, ordonnée et totalement inutilisée. De plus en plus perplexe et inquiète, Madame Caldwell monta le grand escalier jusqu'au 2e étage, où se trouvèrent les chambres de Margaret, Catherine et des jumelles. Le couloir était étrangement silencieux, aucune porte n'étant ouverte, contrairement à l'habitude lorsque les sœurs se préparaient pour la matinée. Lorsqu'elle frappa doucement à la porte de Margaret, sans obtenir de réponse, elle tourna prudemment la poignée et découvrit une vision qui la hantrait jusqu'à la fin de sa vie. La chambre de Margaret semblait exactement telle qu'elle aurait été si elle ne s'y était jamais couchée. Le lit était parfaitement fait, avec le soin méticuleux qui caractérisait l'approche de Margaret dans tous les aspects de sa vie. Coins bordés avec une précision géométrique, oreillers disposés symétriquement, couvre-lit tendu sans le moindre pli. Sa chemise de nuit était suspendue à son crochet habituel près de la fenêtre, exactement là où elle l'avait accrochée avant de s'habiller pour le dîner la veille. Sa brosse et son peigne reposaient à leur place habituelle sur la coiffeuse, à côté de la petite pile de livres qu'elle lisait et des plans de cours préparés pour les classes du lendemain. Pourtant, malgré cette apparence d'ordre parfait, quelque chose clochait profondément. Madame Caldwell, qui avait nettoyé et rangé cette pièce des centaines de fois au fil des ans, perçut immédiatement que de subtiles modifications avaient eu lieu. Les objets sur la coiffeuse, bien coordonnés, n'étaient pas positionnés avec l'exacte précision que Margaret respectait toujours. Plusieurs livres avaient été retirés de leurs étagères, puis replacés dans un ordre incorrect, et les papiers du bureau montraient des signes évidents d'avoir été examinés, puis réempilés par quelqu'un ignorant son système d'organisation. La découverte dans la chambre de Catherine fut tout aussi troublante. Comme celle de Margaret, le lit ne montrait aucun signe d'avoir été utilisé, et le matériel artistique de Catherine, pinceaux, peintures et toiles, était disposé avec une netteté totalement étrangère à son espace créatif habituellement chaotique. Catherine laissait d'ordinaire sa chambre dans un désordre organisé, reflet de son tempérament artistique, avec des tableaux inachevés appuyés contre les murs et des fournitures disséminées sur toutes les surfaces disponibles. Ce matin-là, pourtant, tout avait été nettoyé et rangé avec une attention presque obsessionnelle, totalement incompatible avec sa personnalité. La chambre partagée des jumelles présentait les indices les plus inquiétants de ce qui s'était produit durant la nuit. Éléanore et Élisabeth entretenaient leur espace avec une précision identique, leurs affaires disposées dans une symétrie parfaite, reflétant leurs relations étroites et leurs habitudes communes. Ce matin-là, cependant, la pièce montrait des signes évidents d'avoir été systématiquement fouillée par quelqu'un ayant tenté de rétablir l'ordre, mais sans connaître intimement les méthodes d'organisation des jumelles. Les tiroirs avaient été ouverts et refermés, leur contenu examiné puis replacé, mais pas selon les schémas exacts qu'elle respectait toujours. L'horreur de Madame Caldwell atteignit son paroxysme lorsqu'elle monta au 3e étage et découvrit que les chambres de Sarah, Grace et Rebecca racontèrent la même histoire impossible. 3 lits de plus qui n'avaient jamais été utilisés, 3 chemises de nuit suspendues intactes et 3 autres pièces présentant des preuves subtiles, mais indéniables, d'avoir été soigneusement fouillées par quelqu'un connaissant la maison, mais ignorant les habitudes et préférences personnelles de chaque sœur. Lorsque ces cris finirent par éclater, ils résonnèrent dans le calme du matin avec une intensité qui fit accourir des voisins de plusieurs pâtés de maison.
Madame Caldwell sortit de la maison dans un état proche de l'hystérie, trébuchant dans les rues de Selkirk et criant que les filles avaient disparu, que quelque chose d'horrible s'était produit, que l'impossible venait de se produire dans leur communauté pourtant sûre et familière. Gabriel Thornfield, réveillé par l'agitation et le bruit des voix rassemblées devant sa maison, refusa d'abord de croire ce que Madame Caldwell lui annonçait. Il parcourut la maison en appelant le nom de ses filles, vérifiant chaque pièce avec l'espoir désespéré qu'une explication simple mettrait fin à la crise. À la place, il fut confronté aux mêmes preuves impossibles qui avaient terrifié Madame Caldwell. 7 chambres montrant qu'aucune n'avait été occupée durant la nuit, mais présentant pourtant des signes évidents que quelqu'un avait méthodiquement examiné chaque objet personnel, chaque document et chaque possession accumulée par les sœurs durant leurs années à Selkirk. Le shérif William Harding arriva quelques minutes seulement après avoir été appelé, mais rien, au cours de sa décennie d'expérience dans les communautés frontalières, ne l'avait préparé à l'enquête méthodique qu'exigerait la disparition des Thornfield. Harding était habitué aux crimes simples, vol de bétail, conflits de concessions, violences occasionnelles issues de disputes personnelles ou d'excès d'alcool. La disparition systématique de 7 jeunes femmes d'une maison verrouillée, sans aucune trace d'effraction ni signe de lutte, posait des défis dépassant à la fois son expérience et les ressources dont il disposait. L'examen initial de la maison confirma les observations de Madame Caldwell, tout en révélant des détails supplémentaires qui approfondissèrent le mystère, plutôt que de l'éclaircir. Chaque porte et chaque fenêtre restaient solidement verrouillées de l'intérieur, sans aucune trace de manipulation ou d'effraction. Les portes avant et arrière ne montraient aucun signe d'avoir été ouvertes durant la nuit, et toutes les fenêtres étaient verrouillées dans leur position normale. Plus déroutant encore, aucune empreinte ne fut trouvée dans la terre meuble autour des fondations de la maison, alors que quiconque serait entré ou sorti du bâtiment durant la nuit aurait nécessairement laissé des traces nettes dans le sol humidifié. Le caractère systématique de la fouille des effets personnels des sœurs devint encore plus évident à mesure que le shérif Harding procédait à un examen détaillé de chaque pièce. Dans tous les cas, les objets personnels avaient été inspectés, puis remis en place, mais sans la précision qui aurait trahi une véritable familiarité avec les habitudes de chaque sœur. Les vêtements avaient été dépliés puis repliés. Les bijoux avaient été examinés puis replacés dans leurs écrins, et les papiers personnels avaient été lus puis réempilés. Pourtant, rien ne semblait manquer. Les bijoux de valeur restaient bien en vue. De petites sommes d'argent demeuraient intactes dans les tiroirs des commodes, et même les objets sentimentaux, dont la valeur n'aurait eu de sens que pour les sœurs elles-mêmes, se trouvaient exactement là où ils avaient toujours été conservés. L'enquête du shérif Harding s'étendit méthodiquement à l'ensemble de Selkirk, tandis qu'il interrogeait chaque habitant susceptible d'avoir observé des détails pertinents durant la soirée du 12 octobre ou les premières heures du 13 octobre. De ces entretiens émergea un schéma d'événements étranges et de perturbations subtiles qui s'étaient accumulés tout au long de l'été et du début de l'automne 1899, créant une atmosphère de malaise que de nombreux habitants avaient ressentie sans pouvoir l'exprimer clairement. Plusieurs témoins rapportèrent avoir vu des étrangers élégamment vêtus arriver par les trains du soir dans les semaines précédant la disparition. Ces visiteurs, toujours impeccablement habillés de vêtements coûteux venus de l'Est et portant des bagages en cuir luxueux, tenaient de brèves réunions avec des citoyens influents avant de repartir par le train du lendemain matin, sans participer aux activités sociales habituelles qui accompagnaient normalement les visites d'affaires dans les communautés de frontières. Leur présence attirait l'attention non seulement par leur richesse et leur sophistication évidente, mais aussi par leur évitement délibéré des interactions informelles qui faisaient partie de la vie quotidienne des petites villes, où les étrangers étaient généralement accueillis avec chaleur. Le bureau du télégraphe confirma l'envoi d'un nombre inhabituellement élevé de messages codés à destination de Chicago, New York et San Francisco durant la même période. Timothy Fletcher, l'employé de nuit qui avait été le dernier à voir publiquement les sœurs, révéla que ces messages étaient généralement envoyés tard dans la soirée et consistaient en combinaisons apparemment aléatoires de chiffres et de lettres, incompréhensibles pour lui, mais manifestement porteuses d'informations précises pour leur destinataire. La plupart de ces messages avaient été envoyés par Gabriel Thornfield lui-même, bien que plusieurs autres citoyens éminents aient également expédié des communications codées vers les mêmes adresses de l'Est. Le président de la Banque de la Ville, Charles Whitman,
se montra d'abord réticent à évoquer les transactions récentes de son établissement. Cependant, les interrogatoires persistants du shérif Harding finirent par révéler des irrégularités financières qui jetèrent une lumière de plus en plus inquiétante sur la réussite fulgurante de Gabriel Thornfield. Au cours des 6 mois précédant la disparition, Gabriel avait effectué plusieurs retraits importants en pièces d'or, représentant une part significative de sa fortune accumulée. Ces retraits étaient inhabituels non seulement par leur ampleur, mais aussi par leur calendrier. Ils avaient eu lieu immédiatement après les visites des mystérieux étrangers de l'Est, suggérant un lien direct entre ces rencontres et les activités financières de Gabriel. Plus troublants encore étaient les registres bancaires concernant les dépôts et investissements de Gabriel, qui révélaient un schéma d'enrichissement incompatible avec les bénéfices qu'aurait raisonnablement pu générer un simple magasin général dans une communauté frontalière. Même en tenant compte de la prospérité apportée par les mines d'argent, sa réussite financière dépassait largement ce qui pouvait être expliqué par des activités commerciales légitimes. Les registres de Whitman indiquaient que Gabriel recevait des paiements réguliers provenant de sources orientales sans lien apparent avec son commerce de détail. Paiements qui avaient considérablement augmenté dans les mois précédant la disparition de ses filles. À mesure que l'automne cédait la place à l'hiver, l'affaire attira l'attention d'enquêteurs fédéraux et de journalistes venus de tout le pays. L'histoire des 7 sœurs disparues captiva le public américain par son mélange de mystère, de tragédie et d'indices de corruption incarnant les aspects les plus sombres de la vie sur la frontière. Des journaux de New York à San Francisco publièrent des récits détaillés de la disparition, souvent accompagnés d'illustrations des sœurs et de théories spéculatives sur leur sort. L'enquête fédérale, dirigée par l'inspecteur Marcus Reed du département de la justice, apporta des moyens et une expertise largement supérieure à ceux dont disposaient les autorités locales. Reed possédait une vaste expérience dans l'investigation d'organisations criminelles opérant au-delà des frontières étatiques et territoriales, et son implication dans l'affaire Thornfield reflétait l'inquiétude croissante du gouvernement fédéral face à la criminalité organisée dans les communautés de frontières. Son enquête mit finalement au jour des preuves de corruption et de criminalité s'étendant bien au-delà du Montana et impliquant certaines des figures politiques et économiques les plus en vue de l'Ouest américain. L'examen des registres commerciaux de Gabriel Thornfield par l'inspecteur Reed révéla des irrégularités suggérant des liens avec une organisation criminelle sophistiquée. L'enrichissement rapide de Gabriel coïncidait précisément avec une série de transactions douteuses impliquant des concessions minières, des contrats ferroviaires et des nominations au sein de l'administration territoriale. Plus inquiétante encore étaient ses connexions documentées avec un groupe d'investissement secret connu sous le nom de Rocky Mountain Development Company, qui avait acquis des droits miniers à travers le Montana et d'autres territoires de l'Ouest en utilisant des méthodes échappant au contrôle ou à la régulation des autorités locales. La Rocky Mountain Development Company se révéla être une cible particulièrement insaisissable pour les enquêteurs fédéraux. L'organisation opérait à travers un réseau complexe de filiales, de sociétés écrans et d'intermédiaires, rendant pratiquement impossible l'identification de ses véritables dirigeants ou de l'origine de ses ressources financières apparemment illimitées. Ce que Reed parvint à établir, c'est que la société avait systématiquement pris le contrôle de ressources naturelles précieuses dans tout l'Ouest, souvent par le biais d'accords impliquant des responsables locaux et des citoyens influents, qui recevaient d'importantes compensations financières en échange de leur coopération. La relation de Gabriel Thornfield avec cette organisation semblait avoir débuté peu après son arrivée à Selkirk, lorsqu'il reçut ce que ces registres décrivaient comme un capital d'investissement, lui permettant d'étendre son entreprise bien au-delà de ce que les profits commerciaux normaux auraient permis. En contrepartie de ce soutien financier, Gabriel aurait fourni à l'organisation des informations détaillées sur les opérations minières locales, les schémas de propriété foncière et les évolutions politiques susceptibles d'influencer les opportunités économiques de la région. À mesure que l'hiver s'installait à Selkirk et que les recherches actives concernant les 7 sœurs passaient progressivement au statut d'affaires classées, la ville elle-même commença à subir des transformations reflétant le traumatisme et la suspicion engendrée par la disparition. Plusieurs familles, mal à l'aise face aux implications de l'enquête fédérale et à l'attention nationale portée à leur communauté, décidèrent de chercher des opportunités ailleurs. De nouveaux habitants arrivèrent, sans lien avec la tragédie
ni désir de découvrir la vérité sur le sort des sœurs Thornfield. Gabriel lui-même devint une figure de plus en plus recluse, quittant rarement son manoir vide, si ce n'est pour se rendre au cimetière, où il avait fait ériger 7 pierres tombales de marbre, malgré l'absence de corps à enterrer. Son magasin général, autrefois cœur de la vie commerciale et sociale de Selkirk, fut vendu à de nouveaux propriétaires, sans connaissance ni intérêt pour les circonstances mystérieuses qui avaient conduit au retrait de Gabriel de la vie communautaire. Ces nouveaux propriétaires découvrirent que de nombreux registres commerciaux de Gabriel avaient été détruits ou retirés, rendant impossible la compréhension de l'ampleur réelle de ses relations financières ou de l'origine de sa prospérité passée. Les traces matérielles de la présence des sœurs s'estompèrent également peu à peu à Selkirk. Leurs vêtements et effets personnels furent remisés dans le grenier du manoir. Leurs contributions artistiques et littéraires à la vie communautaire furent remplacées par de nouvelles activités organisées par les arrivants récents, et même leurs noms commencèrent à disparaître des conversations quotidiennes, tandis que les habitants cherchaient à aller de l'avant plutôt que de s'attarder sur un mystère voué à rester irrésolu. Au printemps 1901, nombre des résidents originels de Selkirk avaient quitté la ville pour tenter leur chance ailleurs, emportant avec eux leurs souvenirs, leurs soupçons et leurs théories sur ce qui était réellement arrivé aux 7 sœurs. La ville issue de cette transition ne ressemblait plus guère à la communauté soudée qui existait avant le 13 octobre 1899. À sa place se trouvait un établissement plus impersonnel, peuplé en grande partie de personnes sans attachement émotionnel à la tragédie des Thornfield et sans intérêt à poursuivre des investigations susceptibles de menacer leur propre perspective de prospérité et d'avancement. La transformation de Selkirk, d'une communauté unie par une histoire partagée et un soutien mutuel en une collection d'individus centrés sur leur réussite personnelle, reflétait des changements plus larges à l'œuvre dans l'Ouest américain. À l'aube du XXe siècle, la promesse d'opportunités illimitées et d'égalité démocratique de la frontière se heurtait de plus en plus à la réalité de l'exploitation organisée, de la corruption systémique et du pouvoir croissant des intérêts financiers de l'Est, qui considéraient les communautés de l'Ouest avant tout comme des réservoirs de ressources naturelles, et non comme des ensembles d'êtres humains dignes de protection et de respect. 23 ans après la disparition qui avait brisé la famille Thornfield et transformé à jamais la communauté de Selkirk, une découverte faite à Chicago allait rouvrir l'affaire et révéler des connexions s'étendant bien au-delà des frontières du territoire du Montana. Au printemps 1922, lors de la démolition d'un entrepôt abandonné dans le sud de la ville, des ouvriers mirent au jour une pièce dissimulée derrière de faux murs, oubliée depuis des décennies. Cette chambre secrète contenait des dizaines d'armoires à dossiers, de caisses de stockage et d'objets personnels racontant l'histoire d'une entreprise criminelle ayant opéré en toute impunité à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Parmi les artefacts découverts dans cette archive cachée se trouvaient 7 petites photographies, chacune représentant l'une des sœurs Thornfield, dans des poses informelles suggérant un travail de studio professionnel. Ces images étaient accompagnées de descriptions écrites détaillées de la personnalité, des compétences, du milieu familial et des caractéristiques physiques de chaque sœur, rédigées avec un degré de minutie, évoquant un intérêt commercial plutôt que personnel. Le plus troublant était que ces photographies semblaient avoir été prises après la disparition des sœurs de Selkirk. Plusieurs d'entre elles montraient les jeunes femmes à des âges qu'elles n'avaient jamais atteints dans leur maison du Montana. Margaret apparaissait ainsi dans la trentaine, son visage marqué par la maturité et la gravité née des responsabilités et des expériences de l'âge adulte. Catherine était photographiée dans des vêtements élégants, suggérant prospérité et statut social, mais son regard révélait une tristesse incompatible avec le succès matériel. Les jumelles, Eleanor et Elizabeth, avaient été photographiées séparément, leurs traits identiques présentant de subtiles différences, suggérant qu'elles avaient développé des personnalités distinctes au fil des années de séparation, l'une de l'autre et de leur famille. La photographie de Sarah la montrait vêtue avec sobriété et élégance, laissant penser qu'elle avait conservé des activités religieuses ou caritatives, mais l'expression de son visage exprimait une profonde mélancolie, reflet de rêves différés et d'espoirs abandonnés. Grace, photographiée dans ce qui semblait être le milieu de la vingtaine, portait les habits d'une femme engagée dans une activité professionnelle, mais ses yeux autrefois brillants paraissaient ternis par des expériences
ayant brisé son optimisme naturel et sa curiosité intellectuelle. La plus déchirante de toutes était l'image de Rebecca. On y voyait une jeune femme d'une vingtaine d'années, belle et correctement vêtue, mais privée de la joie communicative et du rire qu'il avait rendu si aimé à Selkirk. Le détective John Sullivan, du département de police de Chicago, chargé d'enquêter sur la découverte de l'entrepôt dans le cadre d'une investigation plus vaste sur le crime organisé, comprit immédiatement l'importance de ces photographies et de la documentation qui les accompagnait. Ces documents faisaient partie d'une immense archive détaillant les opérations d'une organisation criminelle sophistiquée, spécialisée dans ce qu'elle appelait euphémiquement des services de placement domestique et des opportunités d'ascension sociale pour les familles de la frontière. Les registres de l'organisation, tenus avec un soin méticuleux sur plusieurs décennies, révélaient un modèle économique à la fois ingénieux et terrifiant, fondé sur l'exploitation systématique de familles vulnérables à travers l'Ouest américain. Les criminels identifièrent des communautés et des familles, dont l'isolement, les difficultés économiques ou la situation sociale les rendaient sensibles à des offres promettant une vie meilleure pour leurs enfants, en particulier pour leurs filles. Ils opéraient à travers un réseau d'entreprises apparemment légitimes, agences d'emploi, services matrimoniaux, institutions éducatives et organisations caritatives, qui constituaient une couverture idéale pour leurs véritables activités. L'enquête du détective Sullivan révéla que l'organisation avait opéré sous divers noms et par l'intermédiaire de multiples sociétés écrans depuis au moins 1885, ciblant méthodiquement des familles de communautés frontalières où les forces de l'ordre étaient limitées et les communications avec l'extérieur difficiles, voire impossibles. Leur méthode reposait sur une étude minutieuse des conditions locales, l'identification de familles vulnérables aux pressions financières ou à la manipulation sociale, et la mise en œuvre d'escroqueries sophistiquées destinées à convaincre les parents qu'ils offraient à leurs filles des opportunités de prospérité et d'élévation sociale. Le processus commençait généralement par l'arrivée d'étrangers, bien habillés, se présentant comme des représentants d'entreprises de l'Est, d'institutions éducatives ou d'organisations sociales, cherchant à recruter de jeunes femmes pour des postes promettant d'importantes récompenses financières et un statut social supérieur. Ces recruteurs présentèrent des références impressionnantes, des lettres de recommandation de personnalités influentes et des propositions détaillées semblant offrir de véritables opportunités à des familles confrontées aux limites et aux épreuves de la vie sur la frontière. Les parents intéressés se retrouvaient progressivement entraînés dans des arrangements de plus en plus complexes, impliquant investissements financiers, partenariats commerciaux ou autres engagements, rendant difficile tout retrait une fois le processus engagé. Les représentants de l'organisation excellaient dans l'art d'identifier les vulnérabilités propres à chaque famille. Difficultés financières, ambitions sociales, inquiétudes concernant l'avenir de leurs filles dans des communautés isolées. Ils adaptaient leurs propositions pour répondre à ces préoccupations spécifiques, tout en renforçant peu à peu la dépendance des familles vis-à-vis des ressources et de l'expertise de l'organisation. La phase finale consistait à retirer effectivement les jeunes femmes de leur famille et de leur communauté, généralement par le biais de tromperies élaborées, convainquant à la fois les victimes et leurs proches qu'elles participaient à des opportunités légitimes d'ascension sociale. Dans certains cas, les jeunes femmes étaient informées qu'elles partaient pour des villes lointaines afin d'y travailler ou d'étudier, tandis que leurs familles étaient persuadées que leurs filles avaient choisi de mener une vie indépendante dans des environnements urbains plus sophistiqués. L'enquête du détective Sullivan révéla également que l'implication de Gabrielle Thornfield dans cette organisation avait commencé bien plus tôt que quiconque à Selkirk ne l'avait soupçonné. L'archive secrète contenait une correspondance remontant à 1893, soit un an seulement après son arrivée au Montana, indiquant que sa réussite commerciale rapide avait été facilitée par l'organisation en échange de sa coopération. Gabrielle aurait agi comme agent local, identifiant des familles susceptibles d'être exploitées et aidant à coordonner les opérations de l'organisation sur l'ensemble du territoire du Montana. Les lettres échangées entre Gabrielle et ses supérieurs révélaient un homme progressivement pris au piège d'un réseau d'obligations et de dépendances dont il était incapable de s'échapper. Son implication initiale avait été relativement mineure, fournir des informations sur des familles locales et servir de référence morale pour les représentants de l'organisation lorsqu'ils arrivaient à Selkirk. Cependant,
Son rôle s'était élargi au fil du temps, à mesure que les dirigeants de l'organisation reconnaissaient son intelligence, son influence locale et son besoin désespéré du soutien financier qu'il lui apportait. En 1889, la position de Gabriel était devenue intenable. Les enquêteurs fédéraux commençaient à examiner les activités de l'organisation, et les habitants de Selkirk se montraient de plus en plus méfiants envers les visiteurs étranges et les affaires obscures ayant accompagné la récente prospérité de la ville. Les dirigeants de l'organisation estimèrent alors que l'utilité de Gabriel était désormais dépassée par le risque qu'il représentait. Ils exigèrent qu'il honore son ultime obligation en livrant ses propres filles en compensation des investissements consentis pour assurer son succès. La correspondance révélait la détresse croissante de Gabriel, prenant conscience de la véritable nature de ce qu'on lui demandait. Ces lettres dépeignaient un homme déchiré entre l'amour qu'il portait à ses filles et la terreur des conséquences qui s'abattraient sur lui s'il refusait de coopérer. Les menaces pesant sur sa famille et sur la communauté étaient subtiles, mais sans équivoque. Faillite commerciale, poursuites judiciaires, violence physique et ostracisme social, capables de détruire tout ce qu'il avait bâti au Montana. Le plus tragique résidait dans les tentatives de Gabriel pour trouver des alternatives susceptibles de satisfaire les exigences de l'organisation sans sacrifier ses filles. Il avait exploré diverses options, proposé des paiements financiers supplémentaires, suggéré le recrutement des filles d'autres familles, voire envisagé de déménager toute sa famille dans un État lointain afin de les soustraire à l'emprise de l'organisation. Toutes ces propositions avaient été rejetées, et Gabriel avait été informé que seule la remise de ses 7 filles satisferait ses obligations et garantirait la sécurité de sa famille. Les dernières lettres de sa correspondance, datées de quelques jours seulement avant la disparition, révélaient un homme ayant accepté l'inévitable, tout en espérant désespérément que ses filles survivraient d'une manière ou d'une autre et lui pardonneraient un jour son échec catastrophique à les protéger. On lui avait assuré que ses filles seraient bien traitées, qu'elles mèneraient des vies confortables et seraient mariées à de riches messieurs qui apprécieraient leurs vertus de jeunes femmes de la frontière et leur offriraient des avantages sociaux et économiques qu'elles n'auraient jamais pu obtenir dans le Montana. La révélation de la correspondance de Gabriel et des méthodes systématiques de l'organisation provoqua une onde de choc au sein des forces de l'ordre américaines et déclencha une enquête nationale sur des disparitions similaires à travers l'Ouest. La découverte du détective Sullivan avait mis en lumière non seulement le sort des sœurs Thornfield, mais aussi l'existence d'une entreprise criminelle, ayant opéré presque en toute impunité pendant des décennies, détruisant des centaines de familles, tout en enrichissant un réseau de criminels qui avait corrompu des responsables à tous les niveaux du gouvernement. À mesure que les agents fédéraux approfondissaient l'examen des archives de l'organisation, ils mirent au jour des preuves de corruption atteignant les plus hautes sphères des gouvernements territoriaux et étatiques, les agences fédérales de maintien de l'ordre et même certains bureaux du Congrès à Washington. Des juges avaient été systématiquement soudoyés ou contraints d'ignorer des affaires de personnes disparues et de rejeter des procédures judiciaires susceptibles d'exposer les activités de l'organisation. Des shérifs et des marshals territoriaux recevèrent des paiements réguliers pour étouffer les enquêtes et intimider les familles, tentant de retrouver leurs filles disparues. Plus choquant encore fut la découverte que plusieurs politiciens et chefs d'entreprise de premier plan avaient participé activement aux opérations de l'organisation, utilisant leurs fonctions officielles pour faciliter le trafic de jeunes femmes, tout en prônant publiquement la loi, l'ordre et les valeurs familiales. Ces hypocrites s'étaient enrichis grâce à la destruction systématique des familles de la frontière, tout en se présentant comme des piliers de leur communauté et des défenseurs de la morale américaine. L'ampleur de la conspiration devint pleinement visible lorsque les enquêteurs retracèrent les flux financiers de l'organisation et identifièrent l'étendue réelle de ses activités. Plus de 300 jeunes femmes issues de communautés frontalières du Montana, du Wyoming, du Colorado, de l'Utah, du Nevada et de la Californie avaient été victimes de ce réseau entre 1885 et 1910. Les victimes, âgées de 14 à 26 ans, étaient sélectionnées en fonction de leur beauté, de leur intelligence, de leurs compétences et de circonstances familiales, les rendant particulièrement précieuses sur le marché illégal du mariage. Les opérations de l'organisation avaient été facilitées par les transformations technologiques et sociales caractéristiques de la fin du XIXe siècle dans l'Ouest américain. L'expansion du réseau ferroviaire
permettait de transporter rapidement les victimes sur de longues distances, tandis que l'isolement des communautés de la frontière et les limites des systèmes de communication rendaient presque impossible pour les familles de retrouver leurs filles ou de coordonner des actions avec les forces de l'ordre de juridictions éloignées. Le réseau criminel exploitait également les vulnérabilités sociales et économiques propres à la vie de la frontière. Les familles confrontées à la pauvreté, à l'isolement social et au manque d'opportunités pour l'avenir de leurs enfants se montraient particulièrement sensibles à des propositions promettant une vie meilleure par des arrangements paraissant légitimes et avantageux. Les représentants de l'organisation savaient identifier ces failles et élaborer des offres répondant aux inquiétudes spécifiques de chaque famille, tout en les entraînant progressivement dans des engagements qu'elles n'auraient jamais acceptés si elles avaient compris la véritable nature de ce qui leur était proposé. À Selkirk même, les révélations de l'enquête divisèrent profondément la communauté. Certains exigeaient justice pour les sœurs Thornfield et des comptes de la part des responsables ayant permis leur disparition, tandis que d'autres redoutèrent les conséquences économiques et sociales d'investigations susceptibles d'exposer l'ampleur de l'implication locale dans la conspiration. De nombreux habitants avaient bénéficié, directement ou indirectement, de la prospérité de Gabrielle Thornfield et des investissements réalisés par la Rocky Mountain Development Company dans les entreprises et infrastructures locales. Le maire de la ville, le banquier et plusieurs commerçants influents se retrouvèrent impliqués dans la dissimulation qui avait suivi la disparition des sœurs, ayant reçu des paiements pour étouffer les questions et décourager les enquêtes susceptibles de révéler la vérité des années plus tôt. Plusieurs responsables locaux savaient ou soupçonnaient que la richesse de Gabrielle provenait de sources douteuses, mais avaient choisi de se taire en échange des avantages économiques qu'elle apportait à la communauté. La découverte la plus stupéfiante à Selkirk survint lorsque les enquêteurs examinèrent les registres du cimetière local et réalisèrent que les 7 pierres tombales de marbre érigées par Gabrielle pour ses filles contenaient un message caché révélant sa connaissance de leur sort. Les dates gravées sur les monuments ne correspondaient pas aux dates de décès, comme tout le monde l'avait supposé, mais aux dates auxquelles les sœurs avaient été contraintes à des mariages arrangés dans des villes lointaines. Gabrielle avait été informée de chaque placement et avait marqué ces événements par ce qui ressemblait à des monuments funéraires, mais constituait en réalité un registre de l'asservissement de ses filles. La révélation que Gabrielle connaissait le sort de ses filles depuis le début et qu'il avait choisi de maintenir la fiction de leur disparition mystérieuse plutôt que de risquer des représailles contre d'autres familles, transforma son image de victime tragique en participant consentant à leur destruction. Sa lettre de suicide, retrouvée après sa mort à Denver, révélait que la culpabilité et le désespoir l'avaient conduit à la folie, mais aussi qu'il détenait des informations qui auraient pu mener au sauvetage de ses filles s'il avait trouvé le courage de les révéler aux autorités. À mesure que l'enquête fédérale s'étendait, il devint évident que l'organisation responsable de la tragédie des Thornfield n'avait pas été démantelée en 1910, comme on l'avait cru, mais s'était simplement transformée pour s'adapter à l'évolution des conditions sociales et économiques. En 1922, le réseau s'était mué en une constellation d'agences d'emploi apparemment légitimes, de services matrimoniaux et d'organisations sociales, tout en continuant à opérer selon des méthodes prédatrices raffinées, issues du même modèle criminel. Cette version modernisée s'était adaptée aux environnements urbains et aux nouvelles normes sociales, tout en conservant son principe fondamental: exploiter des jeunes femmes vulnérables et leurs familles. Au lieu de cibler des communautés frontalières isolées, l'organisation se concentrait désormais sur les immigrés récents, les familles rurales, déplacées par les mutations économiques, et les familles urbaines, frappées par la pauvreté et la désagrégation sociale dans des villes en pleine expansion. Les dernières pièces du mystère Thornfield se mirent en place lorsque les enquêteurs fédéraux, armés des preuves issues de l'entrepôt de Chicago et de la correspondance de Gabrielle, lancèrent au printemps 1922 une série coordonnée de descentes dans 12 États. L'opération, mobilisant plus de 200 agents fédéraux et policiers locaux, visait le réseau modernisé issu de l'organisation responsable de la disparition des sœurs, tout en recherchant d'éventuelles survivantes du trafic initial. Les perquisitions livrèrent des preuves dépassant même les pires craintes des enquêteurs. Outre la libération de dizaines de femmes encore retenues contre leur volonté sous diverses formes de servitude, l'opération mit au jour des dossiers détaillant le sort de centaines de personnes disparues,
y compris des informations complètes sur les sœurs Thornfield et leur vie après leur enlèvement de Selkirk. Les enquêteurs apprirent ainsi que Margaret Thornfield avait été emmenée à Cleveland et contrainte d'épouser Harrison Pembroke, un propriétaire d'aciérie ayant spécifiquement demandé une épouse dotée d'une expérience pédagogique et de solides capacités intellectuelles. Le mariage avait été présenté à Margaret comme un arrangement légitime, lui garantissant statut social et sécurité financière, tout en lui permettant de poursuivre ses intérêts éducatifs dans un environnement urbain plus sophistiqué. La réalité s'était révélée bien différente. Pembroke la traitait comme une simple possession décorative dont la valeur résidait principalement dans l'amélioration de son image sociale et dans sa capacité à lui donner des enfants héritant de son intelligence et de son raffinement. Margaret avait donné naissance à 3 enfants durant ses années de captivité, mais il lui avait été interdit de contacter sa famille ou de révéler sa véritable identité à quiconque, y compris à ses propres enfants, à qui l'on avait affirmé que leur mère était orpheline et sans parents vivants. Ces tentatives d'évasion avaient été contrecarrées par les connexions de Pembroke avec le réseau de trafic, lequel maintenait une surveillance constante sur toutes les femmes placées, afin d'empêcher toute révélation de leurs opérations et de garantir la soumission des victimes. Les enquêteurs retrouvèrent Margaret vivant sous le nom de Mary Patterson, dans un environnement confortable mais étroitement surveillé, où chacun de ses faits et gestes était contrôlé par Pembroke et ses associés. Malgré près de 23 années de captivité, elle avait conservé son intelligence et sa force de caractère, consignant secrètement ses expériences et rassemblant des preuves qu'elle espérait voir un jour servir à obtenir justice pour elle-même et pour les autres victimes. Ces journaux cachés fournirent aux enquêteurs des informations cruciales sur les opérations de l'organisation et sur les lieux où d'autres victimes pourraient être retrouvées. Le destin de Catherine avait été tout aussi tragique, mais avait suivi une forme d'exploitation différente. Elle avait été emmenée à Milwaukee et contrainte d'épouser Augustus Richardson, un collectionneur d'art qui recherchait une épouse dotée de talents artistiques qu'il pourrait exploiter à la fois pour son plaisir personnel et pour son enrichissement. Richardson força Catherine à produire des peintures qu'il vendait sous son propre nom, tout en l'isolant des milieux artistiques où elle aurait pu trouver soutien et aide. La torture psychologique qu'elle avait subie transparaissait dans les œuvres découvertes par les enquêteurs dans le manoir de Richardson. Des tableaux d'une grande maîtrise technique, mais chargés d'une tristesse et d'un désespoir profond, reflet de l'état émotionnel de leur créatrice. Catherine, vivant désormais sous le nom de Caroline Phillips, avait survécu en canalisant sa souffrance dans son art, tout en planifiant secrètement une évasion qu'elle n'avait jamais pu mener à bien, en raison de la surveillance constante et des menaces permanentes. Les jumelles, Eleanor et Elizabeth, avaient été délibérément séparées dans le cadre d'une stratégie calculée visant à briser leurs liens affectifs et à les rendre plus dociles. Eleanor avait été placée à Saint-Louis auprès de Marcus Whitfield, un homme d'affaires qui souhaitait une épouse capable de gérer son foyer et ses relations sociales avec l'efficacité et la fiabilité acquises sur la frontière. La séparation d'avec sa sœur jumelle provoqua chez Eleanor un traumatisme psychologique si profond qu'elle subit une dépression mentale totale, quelques mois seulement après son arrivée. Elizabeth, quant à elle, avait été emmenée à Chicago et forcée d'épouser Samuel Henderson, un banquier qui appréciait ses compétences pratiques et sa robustesse, mais se montrait totalement indifférent à son bien-être émotionnel ou à son bonheur personnel. La perte de sa sœur et le traumatisme de sa captivité transformèrent Elizabeth, autrefois confiante et extravertie à Selkirk, en une personne renfermée et craintive, vivant dans la peur constante de la punition ou des représailles. L'enquête révéla que chacune des jumelles avait été informée que l'autre était morte, un mensonge destiné à empêcher tout contact entre elles et à anéantir tout espoir de retrouvailles. Cette cruauté délibérée faisait partie des méthodes standards de l'organisation lorsqu'il s'agissait de victimes, liées par des relations familiales particulièrement fortes. L'histoire de Sarah se révéla être l'un des aspects les plus déchirants de toute l'affaire. Elle avait été transportée à Detroit et contrainte d'épouser le révérend Jonathan Morrison, un pasteur influent qui avait spécifiquement demandé une épouse possédant des talents musicaux et une solide formation religieuse. Morrison exploita les dons de Sarah en la forçant à se produire dans son église, et lors d'événements mondains, tout en se présentant publiquement comme un mari dévoué et un leader spirituel exemplaire.
Les enquêteurs découvrirent que Sarah était décédée en 1905, officiellement d'une pneumonie, mais que les preuves indiquaient que sa mort résultait d'années de violences physiques et émotionnelles qui avaient affaibli sa santé. Morrison avait refusé de lui fournir des soins médicaux appropriés lors de sa dernière maladie, voyant apparemment dans sa mort l'occasion de demander une épouse de remplacement à l'organisation. Les capacités mathématiques de Grace la rendaient particulièrement précieuse aux yeux des dirigeants du réseau, qu'il avait placé auprès de Theodore Blackstone, un homme d'affaires de Chicago, utilisant ses talents pour gérer des opérations financières complexes, tout en la maintenant totalement isolée du monde extérieur. Grace fut contrainte d'employer ses dons intellectuels pour faciliter des activités criminelles, notamment le blanchiment d'argent et des escroqueries financières qui enrichirent Blackstone, tout en ruinant de nombreuses victimes innocentes. Les enquêteurs trouvèrent des preuves que Grace avait tenté à plusieurs reprises de saboter ses opérations en introduisant de subtiles erreurs dans les calculs financiers, espérant ainsi exposer les crimes de Blackstone. Ces actes de résistance furent toutefois découverts, et Grace fut soumise à des châtiments de plus en plus sévères qui finirent par briser son esprit et détruire sa santé. Elle mourut en couche en 1909, seule et privée de tout soutien familial, après avoir été privée de soins médicaux adéquats par un mari qui la considérait avant tout comme un actif précieux, plutôt que comme un être humain digne de compassion. Le sort de Rebecca fut sans doute le plus tragique de toutes les sœurs. Sa jeunesse la rendait impropre à un placement immédiat, ce qui entraîna des années de captivité dans divers lieux de détention, pendant que les dirigeants de l'organisation attendaient qu'elle atteigne un âge jugé commercialisable. Durant ces années, Rebecca fut déplacée sans cesse d'un endroit à l'autre, privée de relations durables et de toute stabilité. Ces déplacements constants, combinés au traumatisme psychologique de la séparation d'avec sa famille, eurent des effets dévastateurs sur sa santé physique et mentale. Lorsqu'elle atteignit enfin l'âge auquel un placement aurait été envisageable, son état s'était tellement détérioré qu'elle n'était plus considérée comme exploitable. Elle mourut de la tuberculose en 1907, après avoir passé les dernières années de sa courte vie dans un établissement qui n'était guère plus qu'une prison pour des victimes devenues inutiles aux fins commerciales du réseau. Les procès qui suivirent les arrestations de 1922 devinrent une sensation nationale, révélant non seulement l'affaire Thornfield, mais aussi l'exploitation systématique de familles vulnérables dans tout l'Ouest américain au cours des 4 décennies précédentes. La couverture médiatique choqua profondément l'opinion publique et provoqua des appels à des réformes majeures en matière de maintien de l'ordre, de réglementation du commerce interétatique et de protection des droits des femmes. Le cerveau criminel du réseau, Marcus Pemberton, fut arrêté dans son manoir de Chicago lors d'une descente spectaculaire qui permit de découvrir des preuves supplémentaires de ses crimes et de révéler l'ampleur de sa fortune et de ses connexions politiques. Son procès révéla un homme d'une intelligence et d'une capacité organisationnelle exceptionnelle, qu'il avait perverti pour bâtir un empire criminel ayant opéré presque sans entrave pendant des décennies. Lors de son témoignage, Pemberton ne manifesta aucun remords, se déclarant fier de ce qu'il qualifiait d'entreprise prospère, ayant fourni des services précieux à des clients, appréciant les qualités supposées des femmes élevées sur la frontière. Son attitude froide et calculatrice, ainsi que son absence totale d'empathie, horrifièrent même les observateurs judiciaires les plus aguerris et confirmèrent le caractère profondément sociopathe qui lui avait permis de commettre de tels crimes. 17 associés de Pemberton furent condamnés avec lui pour des chefs d'accusation allant de l'enlèvement au trafic d'êtres humains, en passant par la conspiration et la corruption de fonctionnaires. Néanmoins, l'ampleur de la corruption permit à de nombreux complices d'échapper aux poursuites en raison de preuves détruites, de témoins intimidés et de la mort opportune de figures clés avant leur comparution. Plusieurs politiciens, juges et chefs d'entreprise influents évitèrent ainsi les inculpations grâce à leurs relations et à leurs ressources financières, bien que leur réputation fût irrémédiablement ruinée. Les 3 sœurs Thornfield survivantes furent confrontées à un choix déchirant lorsque les enquêteurs leur offrirent la possibilité de témoigner publiquement. Témoigner signifiait révéler leur véritable identité, détruire les vies qu'elles avaient construites sous la contrainte et risquer de mettre leurs enfants en danger. Margaret, âgée de 49 ans et vivant sous le nom de Mary Patterson, choisit de témoigner malgré le coût personnel immense. Son courage fit d'elle une voix puissante pour les victimes de la traite humaine,
et contribua à établir des précédents juridiques renforçant la protection des femmes et des familles vulnérables. Son témoignage marqua les esprits par sa dignité, son intelligence et sa capacité à exprimer les dommages psychologiques et émotionnels infligés par des années d'asservissement. Catherine et Élisabeth, en revanche, choisirent de conserver leurs identités d'emprunt et de vivre dans le silence avec le poids terrible de leur passé. Catherine, désormais connue sous le nom de Caroline Phillips, avait construit une vie à Milwaukee avec des enfants ignorant tout de son histoire réelle. Elle estimait que révéler la vérité détruirait leur bonheur et leur sécurité sans apporter de bénéfices concrets aux autres victimes. Élisabeth, qui vivait toujours sous le nom d'Ellen Pierce à Saint-Louis, ne s'était jamais complètement remise du traumatisme psychologique causé par la séparation d'avec sa sœur jumelle. Elle se sentait émotionnellement incapable de revivre ses expériences à travers un témoignage public. Sa décision de garder le silence fut respectée par les enquêteurs, qui comprenaient que ces femmes avaient déjà suffisamment sacrifié et qu'elles n'avaient aucune obligation de s'exposer à de nouveaux traumatismes dans la poursuite d'une justice qui pourrait au final rester hors de portée. Leur choix de préserver les vies qu'elles avaient reconstruites reflétait également la réalité complexe à laquelle sont confrontées de nombreuses victimes de la traite humaine. La nécessité de trouver un équilibre entre le désir de justice et les exigences concrètes de la survie et de la protection de leur famille. La ville de Selkirk elle-même ne se remit jamais complètement de la révélation de ce qui était arrivé à sa famille la plus en vue, ni de l'exposition de la corruption qui avait rendu cette tragédie possible. De nombreux habitants de longue date choisirent de partir, plutôt que de continuer à vivre dans une communauté bâtie sur des fondations aussi horribles d'exploitation et de trahison. Le manoir Thornfield, resté vide depuis le départ de Gabrielle pour Denver, fut finalement démoli en 1925, et le terrain demeura vacant, comme si la communauté cherchait à effacer toute trace matérielle du destin de la famille. Les 7 pierres tombales de marbre du cimetière furent remplacées par un monument unique portant l'inscription « Aux 7 sœurs, victimes de la cupidité et de la trahison. Que la vérité vous libère enfin ». Ce nouveau mémorial fut financé par des dons de résidents de tout le Montana, profondément touchés par l'histoire des sœurs et désireux de s'assurer que leur sacrifice ne serait jamais oublié par les générations futures. L'impact de l'affaire Thornfield dépassa largement les frontières du Montana et contribua à d'importantes réformes dans la manière dont les disparitions étaient traitées à travers les États-Unis. De nouvelles lois fédérales furent adoptées, imposant une surveillance accrue des agences de placement et des services matrimoniaux, et la coopération interétatique en matière d'enquête criminelle fut considérablement améliorée grâce à la mise en place de nouveaux systèmes de communication et de procédures standardisées de partage d'informations entre les forces de l'ordre. Plus importante encore, l'affaire révéla comment la détresse économique et l'isolement social pouvaient rendre des communautés entières vulnérables à l'exploitation par des organisations criminelles sophistiquées. Le manque de forces de l'ordre adéquates et de réseaux de communication dans les territoires de la frontière avait créé des conditions idéales pour que des prédateurs comme l'organisation de Pemberton opèrent en toute impunité, détruisant d'innombrables familles tout en s'enrichissant grâce à un trafic humain systématique. L'enquête mit également en lumière la vulnérabilité particulière des jeunes femmes dans les communautés frontalières, où les opportunités économiques limitées et les contraintes sociales les rendaient dépendantes des décisions familiales concernant leur avenir. L'organisation de traite exploita ces conditions en se présentant comme une source d'opportunités autrement inaccessibles, tout en livrant en réalité ses victimes à des formes d'esclavage souvent pires que les limitations qu'elles étaient censées fuir. L'héritage de l'affaire Thornfield continua d'influencer les politiques sociales et les pratiques des forces de l'ordre américaines pendant des décennies après la fin des procès. Les preuves recueillies fournirent des informations essentielles sur les méthodes utilisées par les réseaux de traite et aidèrent à développer des stratégies plus efficaces pour prévenir des crimes similaires. L'affaire contribua également à une prise de conscience croissante de la nécessité de protéger les populations vulnérables et de s'attaquer aux conditions sociales et économiques rendant de telles exploitations possibles. Cette tragédie nous montre à quel point le désespoir peut aveugler face au mal, et comment la quête de prospérité peut conduire à la destruction de tout ce que l'on prétend chérir. Le désir de Gabrielle Thornfield d'offrir une vie meilleure à ses filles le rendit vulnérable à une tromperie qui détruisit finalement tout ce qu'il aimait. Les sœurs, quant à elles, devinrent les victimes d'un système qui considérait leur jeunesse, leur beauté et leur innocence
comme des marchandises à acheter et à vendre, plutôt que comme des êtres humains dignes de protection et de respect. Les 7 sœurs de Selkirk payèrent le prix ultime de l'ambition de leur père et de la complaisance d'une société prête à détourner le regard lorsque des profits étaient en jeu. Mais leur histoire témoigne aussi de la résilience de l'esprit humain et de l'importance de rechercher la vérité et la justice, même lorsque cela exige d'immenses sacrifices personnels. Le courage de Margaret, qui choisit de témoigner contre ses geôliers malgré le coût personnel, contribua à garantir une meilleure protection pour d'autres victimes et à faire en sorte que les criminels responsables soient enfin confrontés à la justice qu'ils avaient si longtemps évitée. Le mystère de ce qui est arrivé aux 7 sœurs de Selkirk devint finalement une réflexion sur le prix du rêve américain et sur la vulnérabilité de ceux qui le poursuivent, sans protection suffisante contre les prédateurs, tapis aux marges de la société frontalière. Leur tragédie nous rappelle que le progrès et la prospérité n'ont aucune valeur s'ils sont bâtis sur la souffrance des innocents, et que la véritable civilisation exige non seulement l'avancement matériel, mais aussi le courage moral de protéger les plus vulnérables contre ceux qui exploitent leur détresse et détruisent leurs espoirs d'une vie meilleure.